Nicolas était un grand passionné du boomerang. Ça, c'est certain. Il aimait lancer. Mais il adorait aussi fabriquer, et fabriquer, et fabriquer, et fabriquer encore et toujours. Il aimait bien aussi découvrir, regarder, analyser les boomerangs des autres, peut-être pour mieux les recopier, mais aussi pour s'en inspirer, pour trouver des nouvelles formes qu'il pourrait de nouveau fabriquer, et fabriquer, et fabriquer encore, pour son usage personnel, ou alors pour les distribuer à d'autres. Dans le fond, je crois que Nicolas aimait profondément les autres, peut-être plus que lui-même parfois. Alors j'ai rencontré Nico en 2004 je pense, en tout cas c'était juste après la Coupe d'Europe à Rome et c'était aussi après je crois le premier tournoi de Madrid où justement j'ai rencontré Alero. Donc c'était une année assez riche en événements, puis ça préfigurait assez bien ce qui allait se passer par la suite je pense, parce que la personnalité de Nico qui était vachement communicatif autour de sa passion et qui avait une très bonne relation avec beaucoup de lanceurs, a fait qu'on a pu développer plein de projets ensemble et j'en parlerai par la suite, mais c'est vraiment lui qui nous a aidé à débloquer plein de petits points dans le boom vachement importants. Voilà. Au Kookaburra, nous lançons bien entendu pour le plaisir et en toute amitié. Mais si nous ne sommes pas d'accord avec quelqu'un, nous lui disons tout de suite et en toute franchise. Nicolas a totalement accepté et intégré ce principe dès son arrivée, du début jusqu'à la fin, sans aucun souci. Mais il a apporté quelque chose en plus, c'est son infinie motivation, son dynamisme et un nombre incalculable de projets qui naissaient dans son cerveau à chaque seconde. Le dernier, c'était celui de la fabrication de moules pour des MTA en carbone qu'il a réalisé avec Laurent Froment et Jean-Marie Cotte. Mais il y en a eu tellement avant que je ne saurais même pas vous en faire toute la liste. Alors la première fois que j'ai rencontré Nico, je me souviens plus très bien, je pense que c'était à la Malcombe, il est arrivé directement, il était peut-être avec Arnaud. En tout cas, c'est ce qui m'a frappé quand je l'ai vu pour la première fois, je l'ai vu arriver à une vitesse folle sur le terrain. Il avait les yeux qui brillaient, je pense qu'il avait été super impatient de venir nous rencontrer. Et on voyait déjà qu'il avait une grande passion, il avait 10 000 questions à nous poser. Je pense que le premier contact que j'ai eu avec lui, quand il est arrivé, on s'est présenté, il m'a tout de suite parlé du 3D qu'il avait fabriqué. Ça devait être le 3D1 à l'époque. Moi déjà j'étais assez surpris, je ne savais pas qu'il y en avait d'autres qui avaient été construits. Et il avait déjà super bien étudié la chose, donc du coup on a commencé à discuter là-dessus. Et puis ça a été vraiment le point d'accroche. Après on s'est rendu compte qu'on avait plein d'affinités, mais en tout cas cette histoire de 3D, ça a été une belle aventure entre nous. Et on a développé pas mal d'autres modèles ensemble. Et après on a continué sur d'autres choses comme les carbones, mais je crois que c'était vraiment le point de départ. Lorsque nous faisons des démonstrations de boomerang, nous aimons souvent commencer par une petite histoire. Par exemple celle-là. Il était une fois, il y a très longtemps, un monde où tous les hommes, tous les lapins, toutes les fleurs étaient près du sol, parce que le ciel était tellement bas qu'il n'y avait que 1 mètre de hauteur de disponible. Un jour, un homme trouva un bâton sur le sol et il eut une magnifique idée. Il prit ce bâton entre ses mains et avec, il repoussa le ciel. Tellement haut, mais tellement haut, que les fleurs purent devenir de grands arbres, les cailloux des montagnes et les lapins se transformèrent en kangourous pour sauter dans tous les sens. L'homme était vraiment très heureux. Ce jour-là, il n'avait plus besoin de son bâton qui était tout courbé par l'effort. Il le lança au loin et son bâton revint petit à petit se blottir dans ses bras. Cela fait des millénaires que l'homme essaie de lancer son bâton courbé et que son bâton revient toujours, alors que chaque chose peut s'élever dans les airs grâce à lui. Un jour que nous racontions cette simple histoire, juste avant une démonstration devant des centaines de personnes, Nicolas a décidé de mimer cette histoire. Et il est arrivé sur le terrain de boomerang en slip.
pour représenter l'homme qui lançait le boomerang pour la première fois dans le monde. Depuis ce jour-là, nous l'avons surnommé Slipman. Et cette histoire est toujours ancrée dans nos esprits car elle nous a beaucoup fait rire et on l'a souvent vu d'ailleurs après lancer en slip, dans la neige, sur l'eau, sur la terre ou ailleurs. Je dirais que c'était peut-être une période un petit peu endormie du Kuka. Après un pic, il s'est un petit peu redescendu, notamment il y avait Luffy, on peut pas nier que c'est un personnage important du Kuka. C'était une période où Luffy n'était plus là. On était quelques-uns à rester relativement actifs, mais en tout cas l'arrivée de Nico, avec sa passion débordante, a fait que à cette époque on a remis un rendez-vous toutes les semaines, tous les dimanches matins. Et je me souviens que j'allais le chercher à la gare en voiture pour l'amener à la Malcombe. Et là, c'était dès son arrivée, il me racontait tout ce qu'il avait fabriqué, toutes ses nouvelles idées. Enfin, c'était vraiment une période où on a repris beaucoup plus d'activités, je pense, grâce à Nico. Je suis persuadé que tous ceux qui ont eu la chance de connaître Nicolas ont comme moi de très bons souvenirs en tête. Mais celui qui reste le plus fort dans mon cœur n'est pas le plus joyeux, mais c'est le plus fidèle à ce qu'il était. Je me rappelle des jours qui ont suivi l'annonce de son décès et du nombre incalculable de marques de soutien que l'on a reçues, bien entendu à l'adresse de sa famille, de son amie Marie, mais aussi de sa deuxième famille qui était la communauté du boomerang. Et c'était vraiment très 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 touchant. Et ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui encore, nous sommes nombreux un peu partout à, de temps en temps, aller lancer et faire quelques lancers en hommage à ce qu'il a été pour nous et ce qu'il est encore. Bon, pour Nico, comme pour moi, la construction c'est un fondamental dans le boom, c'est au moins 50%. Je dis toujours 50%, mais c'est peut-être même un peu plus. En tout cas, je sais qu'à chaque fois qu'il arrivait, après, un petit peu plus longtemps après, dans son arrivée au club, il venait en voiture. Et je me souviens que même en hiver, bon, il venait lancer en hiver parce que Nico il lançait absolument n'importe quand. Même en hiver, il arrivait en voiture, il mettait le chauffage à fond pour faire sécher ses booms en chemin. Il avait 3/4 d'heure, 1 heure de route depuis Montbéliard jusqu'à Besançon. Et il faisait sécher ses booms pour qu'on puisse, les booms qu'il avait fabriqués la veille, et il faisait sécher ses booms pour qu'on puisse les tester tout de suite sur le terrain le dimanche matin. Ça m'avait, j'ai toujours halluciné de voir ça. Nicolas adorait faire vivre le boomerang. Lorsqu'il est parti, nous avons décidé, ensemble, de prendre tous ceux qui restaient, et il y en avait beaucoup, et de les distribuer aux gens qu'il aimait vraiment. En France, bien entendu, mais aussi en Suisse, en Allemagne, en Angleterre et un petit peu partout dans le monde. Et puis nous en avons envoyé aussi pas mal dans des pays où les gens commencent le boomerang réellement, comme par exemple en Indonésie. Quelque part, ça nous fait plaisir de savoir que ces boomerangs continuent à voler, malgré son absence, en toute saison et partout dans le monde. Throwing today for Nicolas Rowland France. For you, Nico. Alors là, il y en a un paquet. C'était des moments un peu extrêmes ou de partage vachement prononcé. Je me rappelle de lui à Chambéry, au tournoi, où on avait perché des boomerangs sur les tours d'éclairage, où là, c'était à, je sais pas, à 30 mètres de haut. Et là, on a Nico qui monte le chercher et qui se pend à une main en haut, donc à 30 mètres, pour aller récupérer le boomerang. Et là, il y avait tout le monde en bas qui était pétrifié. Ensuite, sur les boomtills qu'on avait fait à Besançon, un boomerang qui tombe dans le Doubs, pareil, qui plonge dans le Doubs en plein centre-ville, Nico. Après, il y a eu des grands moments aussi, c'était quand on a fait tous les 3D.
On en a même dessiné un ensemble, je crois que c'était le 3D10. Il est venu chez moi un soir, on a passé toute la soirée à discuter en fonction des autres 3D qu'on avait fabriqués. Il avait une super bonne connaissance déjà de la théorie des formes, mais encore plus de tout ce qui est réglage et incidence, des plombs, des flaps et tout ça, des profils. Donc on a vraiment passé toute une soirée vraiment géniale à dessiner ce boom. Et ça, je crois que ça reste un de mes plus grands souvenirs. Sinon, il y a aussi la rencontre avec Jay Butters qui est venu ici. Et là, pareil, on a échangé pendant des heures avec Nico sur la fabrication. C'était assez dément. À la mort de Nico, il restait un tas de boomerangs. Il en a vraiment fabriqué des centaines, peut-être des milliers, je sais pas. Donc il en restait vraiment beaucoup. On en a tous gardé au Kuka évidemment, et puis on a aussi décidé d'en disperser dans le monde entier, puisque Nico il avait lié un grand tissu d'amitié avec différents lanceurs des quatre coins du monde, donc on a décidé d'en donner. Luffy a aussi eu l'idée d'en donner aux Indonésiens qui commencent un petit peu dans le boomerang je pense que ça va permettre de les booster un peu, ils vont pouvoir recopier, faire des choses super. Et puis oui, on en a gardé des tonnes. Moi j'ai toute une collection là, j'en ai je sais pas combien, qui sont tous liés à des souvenirs. Il y a des MTA, Nico a fait beaucoup de fast catch aussi, c'était un peu un obsessionnel du fast catch. Voilà, j'ai aussi des 3D, des MTA, il y a pas mal de 3D comme ça en fibre. Alors des 3D assez classiques, et puis après il s'est mis à faire ses propres formes, donc là ça partait. Alors pour ceux qui connaissent Nico que par ses booms, on peut dire que ses formes résument assez bien le personnage, et puis ses décorations aussi. Des décos assez flashy. Alors, une que j'aime particulièrement, on a beaucoup de discussions aussi sur les décos. C'était un peu une joke entre nous, parce qu'il y avait beaucoup de décos qui étaient vraiment pas dans mon style, et puis de temps en temps il y en avait une qui sortait comme celle-là que j'adorais, donc je lui disais, et puis il faisait exprès de faire un truc complètement opposé la fois d'après. Donc pour décrire Nico, c'était surtout je pense que la chose qui le décrit le mieux, c'est que c'est un personnage complètement c'était un personnage complètement passionné. C'est-à-dire que quand il commençait une activité, alors c'était le boomerang à fond. Il vivait boomerang, il dormait boomerang, il faisait ça à fond complètement. Après il a eu d'autres activités, il a fait du tennis, il a fait beaucoup de modélisme aussi. Alors ça pouvait être aussi à des périodes où justement à cause de son caractère justement tellement passionné, il lançait aussi, il fabriquait beaucoup, mais il lançait aussi énormément jusqu'à se faire mal. Donc il y a eu des périodes de tendinite où il a vraiment été obligé d'arrêter. Et là c'était très très dur pour lui. Donc là il s'est remis à faire du modélisme par exemple. Après au niveau de ses passions, de ses goûts et tout ça, il appréciait vachement les peintres comme Warhol, Klimt. Donc après le pop art et tout, donc ça peut un petit peu expliquer ces décos assez flashy. Au niveau de la musique, c'est clair, c'était Bowie, Björk, voilà, toute cette ambiance-là. Et les pin-up, ne pas oublier les pin-up. Alors j'espère qu'on va s'en rappeler comme une personne super passionnée, un très très bon concepteur de boomerang et fabricant de boomerang, un gars super sympa, adorable, toujours à penser aux autres. Au niveau du boom, il avait des qualités indéniables d'ingénierie en fait, c'est-à-dire que il pouvait vraiment réfléchir de A à Z le boomerang sur ce qu'il fallait prendre en compte. Il pouvait aussi l'adapter au lanceur.
C'est pour ça qu'il en a vendu pas mal, je pense. Il savait d'avance, tel lanceur, il a tel bras, il a telle puissance, je vais lui faire ça. Donc ça, c'était super intéressant. Et puis aussi, il était capable de reproduire complètement un boomerang, de le cloner. Donc ça nous a assez marré, parce que c'est vrai que même nous, quand on en fabrique un nous-mêmes, notamment un MTA ou un outsider, c'est quand même vachement difficile de refaire exactement le même. Bah lui, il y arrivait. On lui donnait le boom, il le prenait, il le ramenait au bout d'une semaine, et pendant ce temps-là, il avait fait un clone quasi parfait. Donc ça, c'est un truc incroyable. Et puis je pense aussi qu'il faut se rappeler de Nico comme quelqu'un qui a amené de nouvelles choses dans le boom, de nouvelles formes. Alors moi, je dois bien avouer que c'est lui qui a communiqué les formes que j'ai créées, comme les 3D, les cassettes, les Marijo, les trucs du genre, les turtles. S'il n'y avait pas eu Nico, c'est simple, je pense que les booms ils seraient à peu près restés dans ma caisse. Alors j'aurais été très content, je les aime beaucoup, mais de les voir voler, de les voir lancés par d'autres lanceurs, et de savoir que c'est Nico qui a transmis tout ça, bah, ça reste un lien incroyable entre nous. Je me rappelle avoir vécu, c'était un moment assez important pour lui, je crois, c'était en 2004 à la Coupe du Monde à Charleville. Il était un petit peu paumé en MTA. Alors moi, il me demande des conseils, je savais pas trop quoi lui dire. Je lui donne c'était son dernier lancer, je lui donne mon idée, je lui dis il faut certainement lancer par au-dessus de là, parce que là, il y a le vent, je me rappelle même plus pourquoi. J'étais vraiment pas sûr de mon coup. Et là, miracle, boum, il a fait un bon temps. Et je crois que ça a contribué. Il avait déjà un classement assez correct, mais il a fini très très bien à son niveau, donc à Charleville. Pourtant, c'était sa première Coupe du Monde. Voilà. Il a fait beaucoup d'exploits dans des premiers tournois. Je me rappelle d'un indoor aussi où il avait très bien fini pour son premier indoor. C'était un petit peu la surprise. Je me rappelle aussi, c'était justement Charleville. J'avais demandé à ce qu'il participe parce que je savais qu'il avait le niveau, qu'il était très motivé. Il a été pris en équipe et là, je pense qu'il a surpris tout le monde. Donc pour moi, c'était vraiment top. Après, d'autres moments, je me souviens avoir eu son soutien aussi. Il a su gérer quand j'ai eu le record de France de MTA à Besançon. Pour moi, c'était un mauvais tournoi, j'avais merdé partout. Et ce lancer de MTA là, je me lâche, donc il tient très très bien. Et c'est Nico qui m'a suivi tout le long. Donc on a traversé le cercle ensemble et il a réussi à me laisser concentrer pour pas le dropper en fait. Tout simplement, il a été vraiment nickel au niveau du comportement pour faire ce qu'il fallait pour pas que je le foire quoi, en fait, tout simplement. Et puis je me rappelle aussi à un moment, je pense que c'était un grand moment pour lui, parce que je crois qu'il a gagné la vitesse à je sais plus quelle Coupe d'Europe, 2006 peut-être à Lausanne, en tout cas il avait gagné la vitesse. Là, je me rappelle de lui, il était vraiment, il est passé pile poil, il a réussi à avoir le créneau, il était mais aux anges, voilà. Alors il y a beaucoup de choses qui ont changé au KUKA après, je pense que il a déjà changé beaucoup de choses en étant là, ça c'est sûr. Après, je pense qu'il a encore renforcé quand Nico était là, il a quand même eu déjà quelques soucis, on était tous inquiets pour lui, donc ça a déjà vachement renforcé la cohésion au sein du club. Mais bon, vous imaginez bien que quand il nous a quittés, c'était encore... ça a été multiplié, et donc je pense qu'il a vraiment renforcé la cohésion au niveau du club, et le KUKA, c'est vraiment une famille, quoi, en fait. Donc je pense qu'il a renforcé cet aspect-là. Je crois que pour bien parler de Nicolas, il suffit de parler des gens avec qui il aimait lancer, comme Arnaud Tribillon, Michel Misselin, Seb Guilleux, Laurent Blanchard, Didier Béral, ou tous les membres du Kookaburra, Dany, Laurent Froment, Juliette, Camille, Eric, Émilie, Chris Tournier, Fred Declercq, Jean-Marie Cotte et tant d'autres encore. Il faut aussi parler des gens avec qui il adorait échanger, comme Adam McLaughlin, Gilles et Jay Butters et beaucoup d'autres.
et puis aussi des gens qu'il admirait profondément et en toute sincérité. Bien entendu, on pensera à Frido, à Manu, à Andrea, mais à beaucoup d'autres encore. En fait, je crois que pour bien parler de Nicolas, il suffit de parler de tous ces gens qui ont vraiment une vraie passion pour le boomerang, qui l'a partagé avec lui et qui ont maintenant une petite partie de lui en eux et qui continuent à le faire vivre de belle manière un petit peu partout aujourd'hui sur la planète.